ASBEL, l'objectif phare, c'est la lutte contre les antivaleurs. C'est ainsi que nous avons cherché comment appeler antivaleurs dans un terme que les Congolais peuvent mieux comprendre. Nous avons trouvé que nous ne pouvons qu'appeler cela Kuluna. Kuluna Machette, nous connaissons, nous vivons cela dans le riz chaque jour, mais lorsque nous parlons de Kuluna en cravate, au sens de notre ASBEL, il y a des dignitaires, il y a des hommes politiques, il y a des DG d'entreprises, des ministres même et ainsi de suite, qui se plongent notamment dans la corruption. Nous les appelons des Kuluna. On vient d'une échéance électorale, vous avez entendu la Commission nationale électorale indépendante s'est décidé d'annuler les suffrages de plusieurs hommes politiques, entre guillemets, parce qu'ils se seraient plongés dans la fraude. Nous appelons ça, c'est du Kuluna. Comment expliquer quelqu'un qui veut être représentant de la population, quelqu'un qui veut diriger ce pays, mais qui place la fraude en avant-plan? Ça, ce n'est qu'un comportement de Kuluna. Donc, d'un côté, les Kuluna barbares mènent des actions que nous sommes tous en train de fustiger, mais de l'autre côté, l'autre les fait d'une manière un peu plus propre, en se procurant de machines à voter, parce qu'il a assez de moyens, il est en cravate, il est assis dans un bureau. Tout ça, nous appelons ça anti-valeur. Donc voilà un peu tout ce qui est anti-valeur, et tout celui qui participe dans la pratique des anti-valeurs, nous l'appelons, c'est un Kuluna. Alors, comment vous comptez y arriver? Parce qu'aujourd'hui, avec ces antivaleurs qui minent justement le monde économique, politique, social en République démocratique du Congo, c'est comme devenu une habitude, un mode de vie en République démocratique du Congo. Comment comptez-vous y arriver pour que ces personnes comprennent que nous devons arrêter avec ces antivaleurs pour que ce grand Congo puisse émerger et aller de l'avant? Oui, le premier principe ou bien la première règle reste d'abord l'amour de la patrie. Ce sens de patriotisme. Tout le politique, généralement, lorsque nous sommes devant la population pour chercher et solliciter le suffrage, tous nous crions au nom de l'amour de la patrie, le patriotisme. Mais dans la pratique, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est ainsi que, dans notre manière de faire, telle que nous l'avons déjà fait, nous nous sommes plus attelés sur le jeune, la jeunesse qui est abandonnée et qui se plonge dans la barbarie. C'est ainsi que dans notre deuxième objectif, nous disons, au sein de l'ASBEL Congo sans Kuluna, le deuxième objectif, c'est celui d'encadrer, d'orienter et de promouvoir la jeunesse. Voilà le deuxième objectif. Parce que lorsque la jeunesse est encadrée, lorsque la jeunesse est orientée, la jeunesse pourra arriver à prendre réellement conscience qu'elle ne doit pas se laisser à la manipulation. Donc, par rapport avec la jeunesse délinquante, il y a des mécanismes que nous avons mis en place et nous travaillons sur ça chaque jour. Aujourd'hui, si vous allez sur le pont Sendoué, il y avait toute une ribambelle de Chegues qui passaient la nuit là-bas et qui sont là-bas. Aujourd'hui, si vous y allez, vous n'allez pas en trouver assez. C'est grâce aux efforts et au travail que nous avons fait. Si vous circulez la ville de Kinshasa, vous verrez le projet Kintoko. Ramassage de bouteilles plastiques, vous trouvez des grands sacs avec des bouteilles plastiques. Nous sommes parmi les premières personnes qui avons travaillé en collaboration avec l'hôtel de ville par le projet Kinshasa Bopeto et la société Okeplast dans ça, et nous avons réussi à récupérer bien de jeunes délinquants qui sont aujourd'hui dans la société Okeplast, dans le département Kintoko, en train de travailler, et ils ont abandonné pratiquement la rue. Ils n'ont pas assez de temps de pouvoir se lancer pour faire le désordre. Ça, c'est par rapport à la jeunesse. Mais vous allez comprendre que c'est avec le maigre moyen et on le fait à la mesure du possible. Maintenant, avec les hommes dignitaires, les hommes politiques et autres, la seule possibilité, c'est là que nous disons, il faut que le parlementaire, il faut qu'il soit mis en place un certain nombre de textes, de lois qui peuvent permettre à ce que ces choses ne soient pas favorisées. C'est là que tel que je suis là, je suis porteur d'une proposition de loi. Je suis sûr et convaincu que ça ne va pas passer pour beaucoup de députés. Mais j'estime que si cette proposition de loi est adoptée et que si la loi est mise en application, cela pourra réduire un peu la tension de ces désordres-là en République démocratique du Congo. Alors, si on constate par rapport à ces unitaires de la République qui
Ça donne justement aux antivaleurs. Le problème, c'est un problème d'homme ou c'est un problème de texte? Il y a deux aspects. Il y a en premier le problème d'homme. Parce que même s'il y a le texte, on peut avoir des textes, mais d'abord c'est l'homme. Il y a le problème d'homme. Mais on ne doit pas seulement se limiter sur l'aspect problème d'homme, mais il doit aussi avoir de mécanismes de répression. Parce que tant qu'il n'y a pas de mécanisme de répression, l'homme peut se permettre de se comporter de n'importe quelle manière. Et lorsqu'il y a un certain mécanisme de répression qui est déjà mis en place et qu'on lutte pour que cela soit respecté, nous n'allons pas seulement nous limiter au texte, parce que je vous dirais ici, dans ce désordre-là, nous assistons chaque jour à des hommes politiques qui ne respectent pas la justice du pays. Vous pouvez vous imaginer. On a une décision judiciaire, par exemple, prise parfois par les hautes instances. Mais un homme politique, parce qu'il occupe un certain poste, il a une certaine fonction, il est peut-être gouverneur, vice-gouverneur, il est peut-être DG d'une société, il se retrouve devant une décision judiciaire, il refuse de l'exécuter. C'est là que j'ai dit, il y a en premier le problème d'homme, et en deuxième lieu, le problème de mécanisme de répression et d'éveiller à cela. C'est là que nous disons que même le chef de l'État qui a toujours prôné, depuis son premier mandat, l'instauration de l'État de droit. Si au cours de ses seconds mandats, il n'éveille pas sur ça, je n'aurai pas de gêne de dire devant ce micro qu'à la fin, nous pourrons dire que le mandat a été catastrophique. Il faudrait, avant que le président Félix ne quitte le pouvoir, qu'il se rassure que l'instauration de l'état de droit a été bel et bien effective. Et l'instauration de l'état de droit sous-entend l'égalité de tous devant la loi. Voilà au moins ce que je peux... Alors, il y a un principe, un adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Tous ces problèmes viennent d'où? Détournement, corruption, népotisme, clientélisme, non-respect des textes légaux, ainsi de suite. Tout ce problème, la réponse est simple. C'est la faiblesse de l'État. L'État est faible. Voilà pourquoi chacun se permet de faire du n'importe quoi. Je peux ici décrire un comportement. Nous avons assisté dernièrement à travers la ville de Kinshasa, l'opération de l'hôtel des villes, appelée coup de poing, où on était en train de démolir un peu de manière, excusez-moi le terme, désordonnée. Pourquoi? Certes, l'hôtel des villes a un travail à faire, mais il y a des textes. Si l'hôtel des villes estime qu'il y a des gens qui ont construit illégalement et qu'il faut ramener l'ordre, comment est-ce que les choses doivent se passer? Ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un vice-gouverneur qui doit s'élever et se permettre de commencer à démolir. Donc, la loi a tout réglementé. C'est la raison pour laquelle nous disons que tous ces désordres et tout ce que nous pouvons constater, ma réponse est simple, c'est la faiblesse de l'État. L'État qui est représenté par le chef de l'État, qui est la haute autorité, le numéro 1, c'est ainsi que je dis que dans sa lutte de l'instauration de l'état de droit, il doit marteler, il doit veiller à ce que l'état de droit soit réellement effectif parce que c'est la faiblesse de l'État. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un problème au niveau du fonctionnement de la justice? Oui, je ne peux pas ici dire que la justice a un fonctionnement parfait. Il y a certes des petites faiblesses au sein de la justice. Mais si en premier, nous pouvons cultiver d'abord le respect envers les décisions judiciaires, je crois que ça serait l'idéal. Tout est organisé dans ce pays. Dans ce sens que, exemple, lorsque vous saisissez une première juridiction et qu'elle rend une décision qui ne vous a pas plu, il y a de mécanismes, il y a de procédures. Il ne s'agit pas pour vous de refuser l'exécution ou de faire obstruction à l'exécution de la décision judiciaire parce qu'elle ne vous a pas plu. Non, vous laissez que la décision soit exécutée. Mais si elle ne vous a pas plu, saisissez alors les services compétents, saisissez les juridictions compétentes qui peuvent vous réhabiliter dans le droit. Mais lorsqu'il y a une décision judiciaire, par exemple, et qu'un monsieur X, un monsieur Y, parce qu'il occupe une certaine fonction, dit non, moi je refuse. Vous comprenez qu'il tombe directement sous le coup de la violation de la Constitution. L'article 151 notamment, qui parle qu'aucun autre pouvoir ne peut se mixer
dans les décisions judiciaires ou dans l'exécution des décisions judiciaires. Donc il y a des petites faiblesses dans la justice, mais nous devons nous rassurer et nous mettre d'accord que le respect de la justice, quoi combien elle peut être, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la décision judiciaire, mais d'abord nous devons apprendre à respecter cela. C'est d'abord ça l'idéal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces phénomènes d'immunité parlementaire, immunité de certaines unitaires de la République, favorise l'impunité de ces gens qui sont ou qui pratiquent justement ces antivaleurs en RDC, qui freinent le développement du Congo? Oui, cette pratique des immunités parlementaires, les privilégiés des juridictions, tout ça, à un certain moment, ça favorise aussi l'impunité. Parce que, qu'est-ce que nous voyons généralement? Il y a un problème qui se passe dans la société. Exemple même, parce qu'on était en train tantôt de parler d'une décision judiciaire. Les huissiers de justice sont sur terrain en train d'exécuter une décision judiciaire. Un monsieur X, parce qu'il est député, parce qu'il est, je ne sais pas moi, gouverneur ou qui, il se tient devant les huissiers de justice pour bloquer l'exécution de la décision judiciaire. Et tout ça parce qu'il sait que même le policier qui accompagne les huissiers de justice ne peuvent pas avoir le courage de pouvoir l'interpeller parce qu'il est député, il est gouverneur et ainsi de suite. Alors qu'en tant qu'homme politique ou en tant qu'administratif, il était la personne qui était censée protéger la décision judiciaire. Mais vu que cette décision est venue à l'encontre, peut-être cette décision ne l'a pas plu, et il se permet de bloquer. Quelque part, les immunités parlementaires encouragent un peu l'impunité. Alors, si nous voulons revenir justement au Congo sans Koulouna, qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour amener ce haut de la République à respecter la loi et à bannir les antivaleurs? J'étais en train tantôt de vous parler d'une proposition de loi que nous avons réfléchie. Faisons une petite analyse ensemble avec la Constitution. Vous allez remarquer que le président Félix a exercé son premier mandat. Il est maintenant en train d'exercer son second mandat. Et le dernier. Vous allez remarquer que dès que nous allons arriver en 2026, les lignes politiques vont commencer à bouger. Il y aura des menaces, non, il va faire les glissements. Nous l'avions vu avec Kabila. Tout le monde va chercher à ce qu'il a atteint ce deux mandats, qu'il parte et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais je me pose la question. Les députés nationaux, les sénateurs, les gouverneurs et autres, le fait pour la Constitution de laisser leur mandat n'étant pas limité, ça favorise des choses. Pourquoi ne pas limiter aussi les mandats de députés nationaux? C'est là que je vous dis qu'on va réclamer ma tête. Parce que lorsque les députés apprendront qu'un certain Emmanuel Mpoto est quelque part est en train de vouloir à ce que le mandat des députés soit limité, ça deviendra un problème. Il y a des députés élus en 2006. Qui sont là jusqu'au jour. Il revient en 2011. Il revient en 2018. Il est là en 2023 et il se prépare pour revenir en 2028. Je me pose des questions. Quelle proposition de loi, quel contrôle ces députés n'ont pas réussi à faire en 2006 et qu'il n'a pas réussi à faire en 2011, pour lequel il vient encore en 2018 pour faire, il n'a toujours pas réussi, et il revient en 2023 pour faire encore une proposition de loi ou un contrôle, et il s'apprête pour le faire encore en 2028. Nous proposons, c'est une proposition de loi, nous sommes en train de travailler, nous attendons, et je crois que ça sera difficile pour que les députés l'acceptent, mais s'ils acceptent ça, ça va soulager. Nous avons vu de procès ici, où de députés, de sénateurs étaient même en complicité avec les rebelles du M23. Vous savez c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut le faire éterniser au pouvoir. Mais si un député n'avait droit qu'à 2 mandats, après ce 2 mandats, il s'en va. Il lui sera difficile de continuer à s'ancrer dans la mafia, s'ancrer dans la trahison, trahissant même le pays, et cela pourra permettre à ce que certaines choses soient soulagées. La limitation du mandat de député, de sénateur et autres. 2 mandats comme le chef de l'État. Donc tu as ton premier mandat, tu as ton second mandat, et dès que tu as exercé 2 mandats, c'est fini, tu vas au repos. Si tu veux revenir, tu laisses le 3e mandat, tu peux revenir au 4e mandat. Et aussi fixer même la pension
jusqu'à un certain âge. On se retrouve avec des députés infatigables. Donc, on dirait qu'ils sont nés députés, ils veulent mourir députés. 90 ans, 95 ans, on postule toujours député. Mais en entre-temps, on a des enfants, on dit non, nous voulons projeter la jeunesse, nous encourageons la jeunesse. Mais on est là, on ne veut pas quitter. Comme à la fonction publique. On veut vous donner la pension, on refuse. Tout ça, c'est parmi des facteurs qui encouragent l'impunité, qui encouragent la trahison de la République démocratique du Congo et la complicité avec les rebelles M23. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que c'est bien le Grand Congo que vous êtes en train de suivre. C'est justement votre émission que vous présente bien Face Télévision chaque lundi à partir des 15h juste. Nous sommes en direct sur TNT, nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes également en direct sur YouTube. Vous pouvez nous suivre partout en République démocratique du Congo et aussi partout dans le monde. Et vous avez droit à la rediffusion de cette émission ce même lundi, mais cette fois-ci, ça sera bien à 23h juste. Vous avez droit à la rediffusion de cette émission. J'en profite pour saluer un ami, un frère, Tommy Mushimata, qui est bien le président fondateur, président du club juvénile de Lemba. Merci à lui, il est en train de me suivre depuis quelque part. Nous parlons justement du phénomène Kuluna, pas seulement Kuluna barbare, mais aussi des Kuluna en cravate. Tous ceux qui sont de plein pied dans les antivaleurs, c'est de ceux-là dont nous parlons avec M. Manuel Kabengele Mpotoy, qui est président d'une ASBL Congo sans Kuluna. Nous parlons de ces faits parce que le Grand Congo, c'est pour tout ce qui concerne la République démocratique du Congo et tout ce qui concerne le décollage de ce grand au cœur d'Afrique. Et les Congo, on dit, c'est pas ironiquement, paradoxalement, comment je sais pas, un pays riche, mais dont les populations sont parmi les plus pauvres du monde. Comment renverser la tendance? C'est de ça justement qu'on parle dans cette émission de manière régulière. Alors aujourd'hui, avec Maître Emmanuel, avec Monsieur Emmanuel, on parle de ces phénomènes, de ces antivaleurs qui freinent le développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que M. Emmanuel peut avoir espoir qu'avec ce deuxième mandat du président Tshisekedi, les choses peuvent avancer? Oui, nous croyons qu'avec ce deuxième mandat, les choses pourront avancer. Je pense que la population a très bien suivi lors de la prestation de serment du chef de l'État. Il a pu se fixer 6 objectifs pour ses seconds mandats. Et si vous comprenez bien dans son discours, les 6 objectifs qu'il s'est assignés sont plus axés sur le social de la population. Et nous croyons qu'avec ces seconds mandats, les choses pourront marcher. Quitte maintenant au chef de l'État de prendre toutes les décisions possibles. Nous sommes, moi personnellement, de l'Union sacrée. Je crois au chef de l'État, mais nous aimons faire des analyses non pas sentimentales. Lors du premier mandat du chef de l'État, il y a eu beaucoup d'enjeux. D'abord la coalition FCC-Cash, FCC-Cash, qui nous a pris pratiquement 2 ans en train de tirer les choses un peu en longueur. Après FCC-Cash, la pandémie Covid, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait à ce que le chef n'a pas pu vraiment faire son travail. Mais par rapport à ce second mandat, à mon avis, il n'y a pas d'obstacle. Parce que l'Union sacrée a la majorité. Non, l'Ukraine c'est encore loin. Mais par rapport à la RDC, l'Union sacrée a la majorité. Donc cette année, il n'y a pas de FCC. Cette année, le chef pourra décider comme il le veut. Peut-être il y a PCR. Ça sera compliqué. Non, PCR est de l'Union sacrée. PCR est de l'Union sacrée. J'étais en train de suivre le discours de bien des leaders de PCR, Vital Kamerhe et les autres. Ils ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État. Personne n'a dit qu'ils ne sont pas de l'Union sacrée. Personne n'a dit qu'ils ne soutiennent pas le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est pour dire que cette fois-ci, le chef n'a même pas de temps pour traîner afin de mettre en place le gouvernement parce qu'il est majoritaire. Et il y a même ceux prétendus de l'opposition
qui ont fait des déclarations dernièrement pour dire qu'ils sont derrière le chef de l'État. Donc, c'est maintenant au chef de sortir ses griffes, de se décider et de faire en sorte que sa vision soit installée et qu'il ne compte pas plus sur les personnes qui l'entourent. Parce que bon nombre de ceux qui l'entourent là sont, je dirais, sont des caméléons. Ce sont des personnes qui sont venues juste parce que c'est les chefs et tout et tout. Afin qu'à la fin du mandat, que le président ne puisse pas tenir un discours du genre « j'ai été mal entouré ». Ça serait une grosse erreur pour ne pas dire une grosse bêtise. Donc que les chefs prennent toutes ces décisions, comme lui-même avait dit, nous l'avions suivi sur bien des ondes, il a promis qu'il y aura réellement des réaménagements. Nous attendons cela avec un cœur ouvert et nous croyons que ça va marcher. Alors, il va se battre pour qu'il n'y ait plus d'erreurs du passé. Alors, il faisait allusion à quoi exactement selon vous? Oui, d'erreurs du passé, il y en a eu assez. Il y en a eu assez. Et à un certain moment, moi, je me pose même des questions. J'ai dit, est-ce que le chef n'est pas informé de certaines histoires? Il y a eu. J'ai ici parlé. Vous allez m'excuser de revenir trop sur le sabotage de la justice. Parce que je suis un amoureux du droit, je suis un praticien du droit. Ça me fait très mal quand on cause préjudice au droit. Ça dérange sérieusement. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs de ce côté-là. Les chefs doivent s'impliquer. Et il doit faire l'effort que les erreurs du passé ne puissent pas se répéter. Les hommes forts, moi je croyais que les régimes des hommes forts, c'était le régime Kabila. Mais parfois ça dérange lorsque on est encore sous le régime Tshisekedi, mais on se rend compte comme si les hommes forts continuent encore à exister. Alors qu'on devait être dans un régime où tous on se retrouvait égal à la loi. Nous avons vu sous la toile des mandats, des invitations du procureur de la cassation, de tel mandat contre tel. Et puis après, silence radio. Il n'y a plus eu de suite. Il y en a eu toute une pile. Non, telle autorité est invitée, telle est invitée. Et puis après, c'est le silence. L'issue de ces procès, on n'a plus entendu ça. Ce sont des erreurs du passé que le chef doit éviter cette année. Voilà au moins Les erreurs du passé, c'est aussi Kabunda en prison, Mukebai, Stani, Jakera. Non, les erreurs du passé, ce n'est pas Kabunda en prison, ce n'est pas Mukebai et autres. Si je dois commencer par le cas Mukebai, appeler erreur pas dans le sens que Mukebai en prison. Nous avions suivi sur des médias des discours d'incitation à la haine tribale. Pourquoi parfois ça dérange, lorsque quelqu'un aurait fait quelque chose de mal, parlons de la personne qui a fait le mal plutôt que de parler de la tribu de la personne. Et trop bizarrement, lorsqu'il est de la tribu kassaïenne. Nous avions vu sur le plateau, c'était je crois Mukebai avec Daniel Safou, Mouloubate, des histoires pareilles. Et pendant qu'on parle, que Safou parlait de Mouloubate, il a en face de lui un Mukebai qui est Moulouba. Et on va où? Ils se disent de l'ensemble ou de chez Moïse Katumbi, ils ont un Francis Kalomo là-bas, Moulouba. Donc, nous devons amener, si on doit parler des erreurs du passé, moi je dirais le chef doit éviter les erreurs du passé, de ne pas laisser impunis les personnes qui tiennent des discours à la incitation à la haine tribale, voulais-je dire. Donc, des personnes pareilles doivent être punies et sans pitié. Alors, parlons cette fois-ci du Koulouna barbare. Comment vous y prenez? Le Koulouna barbare, nous nous sommes fait amis au Koulouna barbare. Je me suis personnellement fait avocat de Koulouna barbare parce que, mon cher frère, je crois que ce que je vais dire, c'est sans crainte d'être contredit. Le jeune Koulouna, parfois j'ai dit qu'ils sont innocents. Ces jeunes-là, ils sont innocents. Comment ça, les gens qui agressent la paisible population, qui stockent les biens? Je vous dis, ils sont innocents parce que avant de mettre en place l'ASBL Congo sans Koulouna, nous avons fait des études. Nous avons fait des études pendant plusieurs années et enfin nous avons dit, mettons en place l'ASBL Congo sans Koulouna. Et dans cette ASBL, certains vont mal nous comprendre, nous défendons parfois ces Koulouna. Ils sont innocents pourquoi? Vous allez découvrir que derrière chaque bande de Koulouna, il y a minimum un homme politique. Minimum. Un homme politique derrière chaque bande de Koulouna. C'est pour ça que je dis qu'ils sont innocents. Ce sont des jeunes qui sont manipulés.
Et pourquoi ils arrivent à céder facilement à cette manipulation? C'est parce que la faiblesse de notre État n'a pas pu mettre assez de moyens ou assez de l'emploi. C'est là que j'ai beaucoup aimé le discours du chef de l'État quand il dit, parmi ces 6 priorités, il dit, en premier, c'est la création de l'emploi. Oui, il faudrait en créer. Plus nous en créons, on va réduire un peu la densité, on va réduire le nombre de Koulouna barbares. Il y a au moins un seul homme politique derrière chaque Koulouna, selon les investigations faites. Mais maintenant, comment on se débrouille? C'est ainsi que je vous ai dit que dans notre deuxième objectif, on dit que nous devons encadrer cette jeunesse. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Au sein de l'ASBL Congo Sans Koulouna, nous avons mis sur pied des ateliers de couture. Nous avons mis sur pied des centres de formation. Nous recrutons ces jeunes. Nous nous approchons d'abord d'eux, les Cheg et les Koulou. Nous dialoguons avec eux. C'est parce que nous avons compris que l'État a failli. Nous avons connu dans ce pays plusieurs opérations pour mettre fin au phénomène Koulouna. Mais posez-vous la question, pourquoi ça ne prend pas fin? Il y a en premier, nous avons eu, je crois, à l'époque du ministre Luzolo Bambi, il y a eu l'opération Tolérance Zéro, quelque chose comme ça. On a traqué des Koulouna. Il y a le général Kanyama qui est venu avec opération Likofi. On tuait même. Mais les Koulouna ne disparaissent pas. On tuait à bout portant. Et vous vous rendez compte que ces jeunes Koulouna, aujourd'hui, ils ont atteint un niveau qui doit faire interpeller l'État congolais. Imaginez-vous que les Koulouna sont en train de se battre sur une avenue, le policier vient en train de tirer, mais vous ne voyez pas les Koulouna fuir. Vous voyez les Koulouna qui sont là et qui affrontent le policier. Bizarrement, ils arrivent même à saisir les policiers, les tabasser, ravir même l'arme et parfois même tuer les policiers. Les Koulouna sont en train de vous donner un message pour vous dire, en français on dit votre affamé n'a point d'oreille. Donc le Koulouna n'a même plus peur de la mort parce que la famine, la crise, le manque d'emploi tuent plus que l'arme. C'est ainsi que nous dialoguons avec eux. Nous les récupérons, nous les formons, nous les orientons, nous les encadrons de telle manière à ce qu'ils comprennent qu'ils sont utiles à la société. Nous en avons déjà encadré plusieurs, nous continuons à le faire. Est-ce qu'ils vous écoutent réellement? Oui, certains nous écoutent et très facilement. Vous savez, le problème avec les jeunes, le problème avec les Koulouna, c'est de tomber sur des personnes qui savent partager, sur une personne qui sait partager facilement sa douleur. Le problème, c'est que nous nous mettons, où l'État se plonge à militer contre le phénomène Koulouna, sans avoir fait une étude minutieuse sur l'origine, la source, pourquoi ces jeunes sont là. Circuler dans certains quartiers, vous trouvez même des petits, âgés de moins de 18 ans, 14 ans, 15 ans, mais ils deviennent Koulouna. Nous avons fait cette étude-là, nous nous approchons d'eux. Je vous dis, lorsque nous avons conçu cette idée, conscient de la lourdeur du travail, c'est ainsi que nous avons un slogan chez nous, nous disons « Conscient, c'est possible ». Certes, le travail est difficile. Certes, ce n'est pas facile d'éradiquer le phénomène Koulouna. Mais nous disons, si nous prenons conscience, Emmanuel Kabengele Kalalampoto, il prend conscience, les autorités prennent conscience, le Koulouna prenne conscience, si tous les Congolais prennent conscience, ça sera possible. Alors, Kanyemeka, c'est une solution définitive ou la solution définitive, c'est la justice? Kanyamaka CC, c'était une solution apparemment bonne parce que je vais ici vous faire de révélations. Je me suis toujours attribué le projet Kanyamaka CC. Et j'ai toujours dit que c'est un projet de Congo sans Koulouna. Nous avons écrit un projet comme ça. Mais bizarrement, le projet nous a été détourné. Nous avons amené le projet jusqu'à la coordination des changements de mentalité. À peine elle venait d'être mise en place. Le CCM, mise en place par le chef de l'État. Je l'ai dit sur le média, on est en train de me suivre. Nous avons amené le projet, nous l'avons travaillé. Le projet Kanyamaka, c'est tel qu'il est. Mais le projet nous a été détourné. Et c'est ainsi qu'à un certain moment, selon mes analyses, lorsque je jette un coup d'œil dans le projet tel que nous l'avons conçu, je me rends compte que quelque part, ils sont un peu bloqués.
Parce que Kanyama KCC, c'est limité finalement au champ seulement. Alors qu'on ne doit pas seulement se limiter au champ. On doit ouvrir d'autres axes parce que le nombre de délinquants, le nombre de la jeunesse abandonnée déborde. C'est l'une des solutions, mais on doit encore foncer les pions pour que la solution soit durable. La justice ne sera pas la seule solution parce que dans la prison de Makala, il y a beaucoup de Koulouna. Et dès qu'ils ressortent, ils reprennent l'opération. Ce n'est pas ça la solution. Voilà, merci. Je rappelle que c'est bien le Grand Congo que vous suivez sur Face Télévision. Votre émission de chaque lundi, je dis bien lundi, 15h, juste 15h50.